Radio Chanel. Chanel. Radio Chanel. Radio Chanel. Marseille. Radio Chanel. Chanel. Caroline de Maigret, Pedro Winter, Géraldine Saratia. Radio Chanel à la Cité radieuse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir sur les ondes de Radio Chanel Marseille. Alors Radio Chanel, c'est une radio éphémère créée tout spécialement à l'occasion du défilé croisière à Marseille. Je m'appelle Géraldine Saratia et je vais commencer par vous présenter mes partenaires et co-présentateurs du jour puisque je suis en excellente compagnie. À ma droite, Caroline de Maigret. Bonjour. Caroline. Bonjour Géraldine. Vous êtes ambassadrice de la maison Chanel et également productrice. Face à moi, Pedro Winter. Bonjour Pedro. Salut Géraldine, hello Caroline. Salut Pedro. Pedro, vous êtes curateur musical et le boss du label Headbanger. Vous êtes notre monsieur musique de l'émission. Je crois que vous nous avez préparé quelques surprises. Alors moi, petit déjeuner, soupe de poisson, je suis au top. Et évidemment, je viens chargé de surprises, des performances live, des nouveautés, des découvertes et une bande son 100% Marseille. Et Pedro, vous êtes aussi celui d'entre nous qui parle le mieux anglais. Alors oui, my accent, famous accent, this is Pedro Winter, here, live from Marseille, you're listening to Radio Chanel. We are here today in this magnificent cité radieuse built by Le Corbusier in the early 50s, and this is where the show is going to take place for those connecting around the world, because I know you're going to be a lot listening to this radio show. We're going to have some subtitles, of course, to follow the adventure. And sorry in advance if there is a little delay, you know. Merci Pedro. Alors je le disais, nous sommes à Marseille, ville ouverte, multiculturelle, ouverte sur la Méditerranée qu'on voit là derrière nous, ville bouillonnante. Je crois d'ailleurs que Virginie Viard a été très inspirée par l'énergie de cette ville, Caroline. Oui, ce qui a vraiment inspiré Virginie, c'est la vitalité créative de Marseille, l'esprit de liberté et d'ouverture. Et évidemment, ce lieu où nous sommes aujourd'hui, la Cité radieuse. Allez, Radio Marseille, c'est parti. On est avec vous pendant 1 heure. On revient également cet après-midi à 17h. On a implanté notre studio ici, vous l'aurez compris, au 3e étage de la Cité radieuse. Un lieu légendaire, le lieu où se passe donc le défilé. Et pour cette première émission, on a eu envie de parler de collectif, de pluralité, de diversité et surtout de créativité. Toutes ces idées qui nous paraissent synonymes de Marseille aujourd'hui. Pour en parler autour de ce plateau, face à moi, Audrey Diwan. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, vous êtes réalisatrice, scénariste, Lion d'Or pour l'événement. Vous terminez le montage d'Emmanuel. Vous venez également, je crois, de co-scénariser un film avec Gilles Lelouch qui s'appelle L'amour ouf et qui a été tourné en partie à Marseille, qui sera présenté au prochain festival de Cannes. Tout à fait. Voilà, à côté de vous, Ladj. Bonjour Ladj. Bonjour. Ladj, vous êtes réalisateur. On se souvient évidemment des Misérables et vous étiez à Marseille récemment puisque vous avez réalisé le teaser du défilé où on peut également voir La vie est bien faite, les amis de la Horde qui sont assis à côté de vous sur le plateau, Arthur et Jonathan. Bonjour. Bonjour. Alors la Horde, vous êtes un collectif tripartite en fait, c'est ce qui est très très rare et vous êtes à la tête du Ballet National de Marseille et vous révolutionnez depuis plusieurs années la danse contemporaine, on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, à ma droite, Marion Barbeau. Bonjour Marion. Bonjour Géraldine. Marion, vous êtes première danseuse du ballet à l'Opéra de Paris. Vous êtes également actrice, on vous a vu dans Encore de Cédric Clapiche. Et Marion, on vous voit également dans le teaser de Ladjli. Vous êtes un peu le visage de cette femme qui est sur ce bateau, qui fend la mer. Voilà. Alors, comme je le disais, au début de cette émission, on a envie de parler de collectif, de pluralité. On a l'impression que c'est une idée aujourd'hui, le collectif qui prend de plus en plus de force. Dans la création, on se rend en tout cas de plus en plus compte de l'importance en fait du collectif. Audrey, je voulais commencer avec vous. Quelle place occupe le collectif dans votre travail ? Moi, je viens initialement de la littérature. Et la littérature, par essence, c'est énormément de solitude. Et je pense qu'un des attraits que représentait pour moi le monde du cinéma résidait à l'endroit du collectif. Il y a une chose qui me paraît très importante quand on crée une équipe de cinéma, c'est l'idée qu'en fait, on va rassembler des talents, qu'il faut les choisir en pensant cet ensemble et que si on veut essayer de renouveler un peu la façon de faire du cinéma, le regard qu'on porte sur les choses, il faut interroger les visions de chacun de ces talents, donc le chef costumier ou la chef costumière, la décoration, etc., pour créer l'idée, faire naître l'idée d'une direction artistique. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque chose change fondamentalement dans le monde du cinéma, c'est la manière dont on constitue cette équipe. Ouais. Qui sont les regards, d'où viennent les gens,
Pourquoi on aura envie d'interroger des gens qui ont une très longue expérience et puis faire rentrer de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, et quel ensemble, quelle énergie, quelle électricité on va pouvoir créer tous ensemble pour essayer d'atteindre. Alors pour moi, c'est le Graal, et en France, c'est une idée qui naît et qui prend corps, c'est la direction artistique. C'est l'idée qu'on crée un ensemble, mais c'est aussi l'idée qu'on crée un monde. Là, ça vous parle, ce que dit Audrey? Vous avez commencé aussi avec Courtrajmé, enfin, c'est aussi quelque chose une aventure très collective. Bien sûr. Bah, nous, le collectif Courtrajmé, ça va faire pratiquement 30 ans qu'il existe, et on part du principe, nous on a toujours créé en groupe, des films on les fait en équipe. Moi, quand je prends encore le dernier film qu'on a fait là pour Chanel, c'est un travail d'équipe, un travail de collectif, que ce soit avec la Horde, avec les gens du collectif, notamment Kip Chapiron, Pink Noise qui a fait la musique du film. Donc pour moi, le collectif est très très important. Je pars du principe que seul, on a beaucoup plus de mal, et aujourd'hui, le collectif est la force de la création, bien sûr. Oui, c'est ça. Audrey disait aussi qu'on se rendait peut-être compte aujourd'hui de l'importance de chacun des éléments qu'on mettait dans ce collectif et des regards qu'on réunissait, et que c'est ça qui faisait la force d'une œuvre. La Horde, c'est aussi la façon dont vous travaillez. Enfin, justement, racontez-nous comment vous travaillez. Vous êtes 3, c'est assez... Là, aujourd'hui, vous êtes 2, mais vous êtes 3 à co-diriger ce ballet. Enfin, comment ça se passe? C'est pas facile de prendre des décisions à 3, et puis vous travaillez avec une troupe aussi. Enfin, racontez-nous un petit peu. Mais déjà, on est très chanceux parce qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai que de vivre des aventures, de pouvoir les partager et d'interroger justement, nous, on est toujours très critiques entre nous. Et c'est comme ça que je pense qu'on va beaucoup plus loin. C'est qu'au lieu qu'on a des doutes personnels, c'est des doutes qu'on va pouvoir partager collectivement. Et du coup, on a beaucoup plus de force et on trouve des solutions beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que Marine, qui va arriver là bientôt, elle a cette belle phrase aussi qui dit que justement, on divise les peines et le stress par 3, et que la joie, elle est multipliée par 3. Et c'est vrai que c'est très juste, ça. Le collectif, chez nous, je crois qu'il a démarré de manière hyper organique aussi. Et il n'est pas si nouveau que ça, mais c'est vrai que, comme tu le disais, je pense qu'il est donné à voir de plus en plus. La valeur collective devient de plus en plus forte. Mais nous, on a grandi avec des headbangers, des Courtrajmé, des duos aussi mythiques, Daft Punk, Justice, etc. Donc c'est vrai que ça se faisait beaucoup dans la musique. Nous, dans la danse, l'art contemporain, il y en a aussi. Mais en fait, on a commencé à travailler ensemble comme des potes, en s'étant rencontrés, en s'aidant, parce qu'on voulait discuter avec le monde. Et le monde, le plus proche de soi, c'est ses amis, sa famille. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, mais qui a fait quoi? Ah, vas-y, viens, on trouve un nom, comme on trouve un nom de groupe de rock à 14-15 piges. Et on s'est dit, la Horde, c'est pas mal. Ça sonne pas mal. Ça sonne bien. Ça sera notre maison maintenant. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelque chose, parce que Géraldine mentionnait le teaser du défilé croisière que vous avez fait ensemble. Comment ça marche? Comment ça s'est passé entre vous 4? Comme je dis, c'est un travail d'équipe. À partir du moment où on avait écrit plus ou moins l'idée, il y a eu une rencontre qui s'est faite, et à partir de là, il y a énormément d'échanges. Moi, j'ai vu un peu tous les spectacles, j'ai sélectionné différentes chorégraphies qui m'intéressaient. À partir de là, ça a été des échanges et beaucoup de discussions pour mettre tout ce film en place. Tu as toujours eu envie, ce rêve en tout cas, de filmer Marseille? Complètement. Ça, c'est la première... Complètement. Enfin, j'avais toujours envie de filmer Marseille, parce que je trouve que c'est une ville incroyable, avec une énergie incroyable, et surtout une lumière qui est vraiment belle. Et je ne m'attendais pas à tourner un film sur la danse. Et voilà, pour moi, c'était une première, et je suis super fier et très ravi d'avoir fait ce projet avec eux, la Horde. Super. Marion, cette scène d'ouverture sur le bateau extraordinaire, vous pouvez nous raconter un petit peu le tournage? Ouais. En fait, ça a été quand même assez rapide. J'ai fait 2 jours de répétition la semaine avant le tournage. Et ensuite, 2 jours et demi. Le temps, la météo n'était pas forcément avec nous. Donc, mais est-ce que le vent n'était pas un atout, d'ailleurs? Est-ce que Si, ouais. Au début, c'est vrai que ça nous a beaucoup stressé. Finalement, on a joué le vent, et ça a amené quelque chose aussi au film. En fait, ça allait super bien avec justement une énergie. C'était très sportif, quoi. Et les danseurs de la Horde sont particulièrement athlétiques. C'est différent. C'est très différent du ballet, C'est très différent du ballet? Ah oui, c'est très différent du ballet, ouais. Après, justement, dans le sens collectif, donc moi, j'avais déjà abordé plein de pièces contemporaines avec comme ça
une énergie de groupe super forte. Et là, en fait, heureusement qu'on était tous ensemble, parce que justement, la météo, c'était compliqué, le temps était presque hostile. Et ensemble, on créait beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour. Et parfois, même ne serait-ce qu'un petit regard, 2 secondes pendant la prise, ça t'énergise beaucoup et ça te donne du courage et de la motivation pour faire ça vraiment ensemble. Ça se ressentait. Merci beaucoup, merci Marion, merci Ladj, merci la Horde. Audrey, vous restez avec nous. Musique, Pedro, Marseille est une ville évidemment très musicale. Je crois que tu nous as préparé une petite sélection. Alors on va faire un petit bond en arrière d'un quart de siècle, une Madeleine de Proust musicale pour les fans de rap des années 2000, la scène hip-hop Marseille, pardon, je te la refais. Continue, elle vit son âge d'or à cette époque. Elle vit son âge d'or et souvenez-vous, IAM, la Funky Family, Psychiatre de la rime. Cette même année, le leader du groupe IAM, Akhenaton, réalise son premier film, Comme un aimant. Et pour accompagner le film, une bande-son réunit tout ce beau monde. À la toute fin du disque, il y a un ovni musical, Belzins Breakdown de Booga. Un classique, inconnu au bataillon à cette, cette grande gueule marseillaise pur jus comme seuls les romans de Pagnol savent les faire. Booga raconte avec poésie la monotonie de son quartier de Belzins. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Viennent d'ici, tu contestes, prépare ton test à manga. Belzins, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzins Breakdown. D'où sort d'une ronde, Belzins Breakdown. D'où sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Chacun s'occupe comme il peut à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le cru, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. La nuit est calme sur l'ensemble de mon front. Pas de rêve, gars, une trêve dort très peu. Les factions sont sur le qui-vive. On n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus, et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzins. D'où sort d'une ronde, Belzins Breakdown. D'un monument, la cité radieuse, à un autre monument, celui-ci du rap marseillais, Booga, Belzins Breakdown. Angela, welcome Angela. Angela, you are from Hong Kong, you are an actress and a model. I think you already met Audrey? Yeah. Can I talk about that experience? Yeah, of course. We met during an audition, and I was super happy because the director, Audrey, allowed me to improvise a lot. And I was doing it with a casting director. I even kissed her on the scene. Did you still remember? And which is crazy. And we were doing a dancing together, and which is out of the script because I just continued like after what was provided in the script. Yeah, what I saw that day is what is freedom for you, and that was beautiful. And I really want to work with you. So this will happen one way or another. This feeling is reciprocal.
Thank you so much. I would like us to talk a little bit about creativity and cities, territories, the interaction that exists between the two. Audrey, maybe can you explain us the role a city or a territory play when you're writing? I think it is very, very important to consider the city and also to know it very well. Like, for instance, with Emmanuel, I spent nearly half a year in Hong Kong. Okay, what you have to know about a city and how it impacts a story is related to many things: architecture, culture, politics, because it all changes the social link between people and the way it works between people. So this impact change the way you tell the story. That's on one hand. On the other hand, it also changed the way you tell a story because, and I would talk about Marseille there because I wrote a movie about Marseille. Yes. Because there is a special geography that you can use and that will be part of the story. Yeah, exactly. Of course, the fact that you're near the sea, but also the very small streets and people can run after each other and try to find each other. So part of the story is defined naturally by the way the city is built, in a way. And when you write, does the city become like a whole character as a scenario? Of course, you play with it. The energy, so the energy between the characters is defined by the city in a way, you know. The culture makes the way they talk, and the music of the language, everything is implied by the city, and I love to play with it as long as I know the city, and I used to spend a lot of time here, because if you don't know the city, then the way you're going to look at it and use it is not fair. It's not, you can't trust it. How did you approach Hong Kong, for example, a city that you know very well, Angela? Yeah, I was seduced by Hong Kong, but it's a step-by-step process because it's so different. I had to spend time, I had to get lost, which is easy for me because I'm lost all the time. Even here in Marseille, in Paris? Even in Paris. But yeah, you have to meet people randomly, you have to listen, you have to fall in love progressively. And for me, it would be very, very difficult to film a city that I don't love, or I would use maybe the strong or hard feeling that I have with the city. But now I definitely want to go back. I fall in love with Hong Kong. And you, Angela, how Hong Kong story? Thank you very much for your love for Hong Kong. And- Super happy. And you, Angela, how Hong Kong influenced your work as an actress? I mean, currently, actually, I'm doing more productions in Taiwan, but currently I'm in the middle of a movie production that is happening in Hong Kong, and I'm always super fascinated to be able to speak my mother tongue, which is Cantonese. Cantonese is very special because it's a spoken language, and we have so many slangs and phrases that is so unique and so specific. Sure. And when I'm speaking my mother tongue, I feel like it's so intimate and super natural to me. It comes super naturally to me. And I also, back to what you guys were discussing, that what a city is giving energy and creativity to myself. I agree to that because traveling between Taiwan and Hong Kong a lot these days, I feel like the culture and the people there, they're so different and it gives you different kinds of energy, and it's all of these energies are what I put together into my work when I'm mimicking people and playing the characters. Audrey, c'est en anglais le prochain film. Oui. Emmanuel, pareil, tu as eu une... In English? Oh. Audrey? Audrey. Si c'est un piège, c'est méchant. Audrey, you filmed Emmanuel in English for the first time. Yeah. Was it natural? Is it a different freedom? Is it a different approach? It's a conquest because you have, I mean, the work with the actors, which is the center of my work, I have to give precise indication and to be able to communicate as much as I wanted. So I get back to school because I wanted to improve myself and to be able to give details very precisely. So I was a bit afraid of that. And at the end, I really, really enjoyed. And what I also enjoyed is the way
you discover like different culture, even different acting culture. And so you access that different culture and you learn from it. Do you have an example of a technique that struck you? There is people who arrive and they already have, that's very Hollywood, I guess. They already know the character and it's a proposition. So with French actors, traditionally you build something together, and mainly Hollywood actors come and they offer you ideas that are already really set in their head. And then I did a lot of improvisation and discover also how they can all interact. So yeah, that's fascinating. Is there a city where you would dream of writing about, or I don't know, would inspire you a lot? I'm very inspired. Italy in general. Really? But the limit to me is that I would have to learn Italian, so it takes a lot of time. I mean, to me, people do this, but it's very, very hard, and it exists in Emmanuel. Few sequences are in Chinese. Oh, but really? How to know? Was it difficult to direct them? It's very difficult because, no, it's not that difficult. It's about trust. Because then you can't exactly control, you don't know the music, so you're not sure of what you're doing. So the collective again. So it's collective again. And it's the nice part of it, but then you really have to know who are the people around you, who are the actors, and trust them. Yeah, oh really? It must have been a really interesting experience, like to direct in Chinese and... No, I really loved it. I mean, you know, being scared is part of the process. As an artist, I love my fear. I cherish my fear because that's the place of a challenge, something new. Sometimes I want to do something that are too big, you know, too extraordinary. And I feel that fear all over my body. And that's when I tell myself, oh, you're going to use that fear, you know, that makes you change and evolve. And I really enjoy this. What about you, Angela? Is there a city or a territory you would like to explore? And I guess it would be India and Egypt. I have been to Egypt once, you know, coming from a city like Hong Kong, super international, and we call it like concrete jungle, where there's a lot happening there. Yeah. And when I was in Egypt, I just felt the local people, the vibes, the super local people, you know, like, and all the Asian stories. I'm super mesmerized by all the amazing stories there. Thank you very much. Thank you, Audrey. Thank you, Angela. See you later. See you later. Nice. Merci beaucoup. Merci. It's done already? Thank you so much. Et toi? Radio Chanel, on est de retour. J'accueille à présent un plateau 100% marseillais. Bonjour. Mariam, vous êtes danseuse, chorégraphe, fondatrice d'Afro Vibe et vous êtes également associée au BNM. Voilà, on venait de voir la horde. Vous êtes une des figures importantes de la vie culturelle et associative marseillaise. Merci d'être avec nous. Zita Enro, à côté de vous. Bonjour Zita, vous êtes actrice. Vous avez reçu le César du meilleur espoir féminin en 2016 pour votre rôle dans Fatima de Philippe Faucon. Et vous êtes originaire de Marseille. Complètement.
Merci d'être avec nous. Et également, à ma droite, Marilyn Vigouroux. Bonjour Marilyn. Bonjour Géraldine. Marilyn, alors vous, marseillaise également, et vous avez beaucoup œuvré pour la mode et la création à Marseille. Vous êtes à l'origine de la Maison Mode Méditerranée, du festival Open Made Marseille, et vous avez même, c'est dire si les liens entre Chanel et Marseille sont anciens, organisé une expo en 1989. Je crois que Caroline t'avait emmené le catalogue de cette expo. Voilà, je crois qu'il y a des photos même faites par Karl Lagerfeld. Alors, pourquoi cette exposition a été importante et constitué un tournant pour la mode à Marseille ? Parce que je souhaitais doter la ville de Marseille d'un musée de mode. Et bien sûr, Chanel, c'est une signature très, très importante. Et j'ai eu cette chance de pouvoir acquérir 24 pièces exceptionnelles de Mademoiselle Chanel, issues de son vestiaire, et d'entreprendre un premier mécénat en séduisant les entreprises marseillaises pour m'aider à créer dans ce musée de la mode avec cette femme emblématique qui a tout inventé pour le vestiaire féminin et qui, vraiment, que je trouve pour Marseille, vraiment une image d'une femme, disons, dont la singularité dans son parcours honore aussi les femmes marseillaises. Donc, c'était très important pour moi de démarrer la culture avec la Maison Chanel et surtout d'avoir aujourd'hui, 38 ans après, une même complicité, puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui pour la mode à Marseille, qui dépasse la culture avec le musée, puisque nous offrons des bourses à des créateurs. Donc tout ça, nous le faisons bien sûr avec la Maison Chanel particulièrement et d'autres partenaires qui nous suivent aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette fidélité et c'est très très important. Et ma rencontre avec Karl a été aussi décisive parce que nul doute qu'il est un visionnaire. Et c'est lui qui avait choisi le titre Chanel passé-présent. Donc aujourd'hui, ça prend vraiment une dimension encore plus importante puisqu'elle est dans la durée et c'est très important. Et cette collection est vraiment sublime et on a la chance de pouvoir présenter quelques pièces actuellement au musée de la mode, choisi par la Maison Chanel. Et vraiment, il faut vraiment que les Marseillais aillent le voir. C'est vraiment des pièces iconiques. Ça y est, c'est ouvert, on peut y aller ? Oui, c'est ouvert, bien sûr. Elle est incluse dans une exposition qui a été labellisée nationale, qui est sur l'Asie fantasmée, avec 400 œuvres qui sont vraiment très importantes, qui montrent le voyage que fait Marseille avec la Méditerranée, parce que c'est la porte ouverte. Et en même temps, on a aussi cette donation. Il y a beaucoup de générosité dans les mécènes marseillais pour nourrir la culture. Alors, avec Caroline, on a un petit peu regardé le catalogue et justement, on voulait... vous pouvez nous parler un tout petit peu de quelques tenues ou de ce qui... Oui, il y a des pièces parce qu'il y a des Gabrielle pièces très, Chanel. très rares, en fait. Oui, alors il y a des pièces sublimes comme sont... voilà. Il y a des pièces. Alors, tout ce qui est important, c'est aussi que Karl commençait une carrière de photographe et c'est la première fois qu'on lui proposait de faire un catalogue de mode. Il faisait quelques photos, mais donc il a été très, très touché de pouvoir travailler avec Keshita Hara, qui est aussi un très grand photographe japonais, et donc de choisir lui-même dans les archives de Chanel les collections qu'il souhaitait photographier. Et donc, il y a des pièces mythiques, la saharienne, qui est exposée d'ailleurs de la mode, le premier smoking dans le Chanel, des tailleurs en tweed dont le tissage est repris souvent maintenant par Caroline, par Virginie Viard. Et voilà, donc c'est assez émouvant. C'est des pièces très importantes. Oui, on a aussi le tailleur de Mademoiselle Chanel, qu'elle appelait sa serpillière, tellement elle le portait, parce qu'il il est fin. Voilà, il était usé, mais bon, voilà, on voit la morphologie aussi de ce corps de cette femme qui prend de l'âge, et c'est très, très émouvant. On a aussi ces pyjamas d'intérieur qu'elle mettait pour aller à l'opéra, avec voilà, une multitude de bijoux qu'elle accessoirisait. Donc vraiment, c'est des pièces très, très émouvantes, et vraiment, je suis très heureuse que ce patrimoine soit en France, et vraiment initier le musée de la mode. Oui. Alors si on repart un peu dans votre démarche plus globale, vous le disiez au départ, vous me l'avez raconté là quand on s'est appelé pour préparer cette émission, dans votre envie d'emmener la mode à Marseille, c'était aussi de raconter comment Marseille s'était constituée avec tous les apports extérieurs autour de la Méditerranée, toutes les communautés. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que historiquement, c'est cette idée que Marseille fait un peu toujours les choses à sa tête. C'est-à-dire que vous m'avez dit que Rose Bertin, par exemple, la ministre de la mode de Marie-Antoinette, avait été envoyée pour voir les Indiennes à Marseille, donc dans le port de Marseille. C'est une ville en fait qui n'a pas de codification vestimentaire, c'est-à-dire elle est très populaire à la fois, elle est très libre, on le voit dans le stylisme de la rue. Et c'est vrai que on est un port qui a reçu des marchandises exceptionnelles venant de l'Orient, de l'Asie, les Indiennes, l'indigo. Et c'est vrai que ces femmes qui aidaient à décharger les cargos, eh bien prenaient les vêtements et puis se faisaient des vêtements tellement, je veux dire, originaux elles-mêmes. On
être styliste, que cette mode dite à Marseille avait influencé Paris, parce qu'on se demandait pourquoi il y avait tant d'originalité vestimentaire dans toutes les populations, sans classification finalement d'aristocrates, de personnes plus modestes, etc. Donc c'est allé jusqu'à la cour de Versailles, et donc Marie-Antoinette a demandé à Rose Bertin de venir ausculter ce qui se passait à Marseille, parce qu'il y avait aussi des manufactures de mode qui existaient en fait depuis le XVIIe siècle, puisque grâce à Colbert, Marseille était devenu un port franc, donc avec un libre échange de marchandises, tout transité par Marseille. Donc l'indigo qui a donné le bleu de Nîmes, et puis bien sûr les indiennes qui sont d'ailleurs aussi exposées au musée de la mode. Donc c'est une ville vraiment effervescente, bouillonnante, et je suis aujourd'hui très heureuse que Chanel revienne dans cette ville avec une force incroyable, et c'est une ville vraiment qui mérite qu'on s'y intéresse. Mariam, vous trouvez aussi que Marseille a sa façon de faire? Vous parliez d'un petit Rio. Alors moi, déjà, je suis très fière d'être sur ce plateau exclusivement marseillais, parce que je suis une Marseillaise adoptée. Je suis arrivée il y a 7 ans. Ouais. Je suis née au mauvais endroit, je suis née à Paris, mais moi je me sens marseillaise de cœur. La ville m'a complètement accueillie, embrassée. Vous êtes alignée là maintenant. Ah non, mais c'est voilà, je savais dans une autre vie, c'est sûr que j'étais née à Marseille, je le savais. En fait, moi j'ai vécu à Rio pendant 4 ans après Paris, et en rentrant en France, c'était une évidence. La seule ville dans laquelle je me sentais à ma place, c'était Marseille, sachant que je ne connaissais pas vraiment. J'étais venue une fois. J'avais pas vraiment découvert la ville, mais il y a eu une espèce de sentiment d'authenticité, de liberté. Je me suis sentie à ma place. J'ai pu enfin être moi-même. Mais toujours du mal à trouver ma place. Je parle fort, je ris fort. Voilà, je pousse des gueulantes parfois. Et en fait, ça redescend assez vite. Et c'est ça que j'aime à Marseille, c'est qu'on peut s'exprimer. On peut être qui on est, on peut s'habiller comme on veut. C'est très mixé, c'est vraiment très mélangé. Il y a une mixité et une effervescence folle qui fait que il y a beaucoup aussi de cette notion du collectif. Oui. Dans votre travail, vous le sentez, ça? Énormément. Oui. En fait, on est tous différents, mais on est tous ensemble à Marseille, avec toutes ces différences aussi culturelles et sociales. Mais malgré tout, on arrive à trouver une espèce de cohésion qui est un grand bordel organisé. Et moi, je me sens à ma place ici. Et du coup, dans mon travail, je l'ai ressenti énormément. Je donnais beaucoup de cours de danse. Aujourd'hui, j'en donne moins. Mais je rassemble beaucoup les gens autour de la danse et autour de l'ancrage et de comment se sentir au mieux avec soi, avec son corps. Et j'ai des personnes qui viennent mais de tous les milieux à mes cours. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré la Horde. Ils ont pu voir mon travail que je fais en extérieur. Vous avez grandi dans le panier dans les années 90-2000, vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est très touchant d'entendre Marseille à travers vous aussi, parce que je trouve que vous en parlez très bien. Je me reconnais complètement dans cette description, que ce soit hors classe, hors catégorie sociale, dans cette idée de la mode comme ça, cette liberté, ce côté, ce que tu dis aussi, d'être à sa place, de un peu déborder aussi, de ne pas être... de ne pas être contenue. Et c'est vrai que en tant que Marseillaise, et que je porte cette identité en moi, mais même, en effet, même elle me déborde, parce que j'ignore aussi. Voilà, même si maintenant ça fait un petit bout de temps que je suis à Paris, donc j'ai un peu... dompter tout ça. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de cette énergie, de la rue aussi, de beaucoup de temps passé dehors. Moi, au panier, c'était vraiment... C'était complètement les années 90 et début 2000. À cette époque, le panier restait encore vraiment un village. Et puis les gens avaient peur du panier aussi. Donc, on n'avait pas trop de personnes extérieures qui rentraient dans notre quartier. Donc il y avait vraiment cette idée de... On était ensemble, on était en pyjama dans la rue, on allait chez les uns, chez les autres. Il y avait vraiment ce truc-là de vie de quartier et de mixité sociale aussi, et culturelle très, très forte. Moi, j'ai grandi dans un HLM qu'on appelait la Cour des Miracles, parce qu'en fait, ils avaient mélangé plein de gens de communautés différentes. Et donc, il y avait quelque chose aussi de partage, d'entente, de cet idéal qu'il y avait dans les années 90, aussi vraiment de mixité. On va se reposer un petit peu, on va prendre un petit moment. Pedro, je crois que tu nous as proposé
un petit moment. Un petit live, une petite surprise. Depuis le début de cette émission, nous parlons de l'importance du collectif, des familles artistiques que nous créons. Notre invité fait partie de la famille Chanel, à la fois ambassadeur et parfois même égérie. Sébastien Tellier accompagne et inspire la maison depuis de longues années. Il est en live sur le plateau de Radio Chanel pour nous interpréter une version revisitée de Roche. Detail of your look, like your thighs, killing me by shoot. Just in words, let me look at you with your cries, or since the days of school. You and you're on my way. You did a hook, you did right. Shiny as a jewel, with your time, was it just take a look in my hands, was she darling the moon, and I said, you're on my way, oh, just let me play. Just let me play. Just let me play. Une autre. Je rêve de Marseille en été. Pourtant le soleil brille sur ma peau. Je rêve de Marseille en été. Je vois les filles qui changent de couleur de peau. Je vois le ciel bleu t'épouser. Et moi d'un seul coup t'aimer. Je rêve de toi et moi, mes mains dans la main. Amoureuse de Sébastien. Le soleil brille et brûle mon nom sur ta peau. Amoureuse du vent chaud. Je sens la chaleur de l'été. C'est
la chaleur de l'été. C'est Je rêve de Marseille en été. Pourtant le soleil est sur ma peau. Je rêve de Marseille en été, bébé. Je vois des filles qui changent de couleur de peau. Je vois le ciel bleu déposé. Et moi d'un seul coup t'aimer. Je rêve de toi et moi, mes mains dans la main. Amoureuse de Sébastien. Le soleil brille et brûle mon nom sur ta peau. Amoureuse du vent chaud, je sens la chaleur de l'été. C'est je sens la chaleur de l'été. C'est Merci. Rejoignez-nous, Sébastien, rejoignez-nous. Rejoignez-nous en même temps que notre nouveau plateau. Charlotte, vous êtes en... Valentin, rejoignez-nous autour de cette magnifique table. Comment allez-vous? Vas-y. Sébastien, quelle adaptation de La Roche? Oui, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, ça tombe bien, c'est le même nombre de pieds. Donc, Et vous, vous avez fait une belle plaisir. surprise. Une petite présentation rapide de notre nouveau plateau. Face à moi, SCH. Bonjour, vous êtes rappeur, vous êtes une légende de Bagne, de Marseille. On est hyper content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. À ma droite, Valentin Rafali. Bonjour Valentin, Bonjour. vous êtes chef. Une légende lui aussi. Une légende dont on parle beaucoup Que des à Marseille, légendes à la autour tête de du cette table. Livingstone. On vous voit également en ce moment dans Top Chef. Et on a eu la chance hier de goûter votre cuisine. Et voilà, on était hyper ravis. C'était incroyable. Charlotte Casiraghi, bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous. Charlotte, vous êtes fondatrice des rendez-vous littéraires rue Cambon et des rencontres philosophiques de Monaco. On est ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi. Et juste à côté de vous, Olivier Amsalem. Bonjour Olivier Marseillais, vous êtes une des figures de la scène locale. Vous avez créé il y a quelques années déjà ce concept store pointu Jogging et vous êtes également artiste et photographe spécialisé dans l'architecture. Et je crois que vous connaissez bien le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Absolument, bonjour Géraldine. Bonjour Olivier. Le bâtiment que j'ai pu observer du balcon chez mes grands-parents. C'est ça, vous étiez par là en face. J'étais là. derrière, oui, Ouais. j'étais en face. Derrière, Et, là la Ouais. première chose que j'ai fait même tout à l'heure en arrivant dans le bâtiment, d'abord j'ai appelé ma mère. Et je pense que on est, nous, les Marseillais qui sommes ici autour de cette table, je ne sais pas comment vous avez fait cette sélection fantastique de entre C'est un beau et, crossover. ouais, parce qu'on a quand même tous entre nous quand même quelque chose qui est très lié à la mer. Dans notre soleil, sous ce soleil de plomb aujourd'hui, c'est exactement. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit écoute, Ouais. c'est incroyable parce que Je retourne à la cité, mais Ouais, de l'autre côté. Exactement. Ce que je très disais à bien. Loïc tout à l'heure aussi. Aujourd'hui, là, en voyant ce panel là autour de la table, on s'est dit qu'on avait, donc on parle de créativité aujourd'hui dans cette émission, et avec vous, on avait envie plus précisément de parler d'inspiration et de la naissance d'une idée. Alors d'une chanson, d'un concept, d'une idée philosophique, ou d'un plat, ou d'une carte, ou de comment il y a une idée née. On commence avec vous, Valentin. Je crois que vous cherchez l'inspiration beaucoup dans d'autres formes d'art. On s'en est parlé, que ce soit la musique ou que ce soit l'art contemporain. Alors expliquez un petit peu votre processus créatif. Le processus créatif, il est... c'est large, mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'artistes comme toi. En fait, c'est la culture qui m'amène à être inspiré. En fait, je me nourris de
Vous m'avez parlé d'être banger beaucoup aussi en préparant cette émission, de Sébastien Tellier d'ailleurs. Enfin, non, mais vraiment, la musique, c'est bon pour la digestion. La musique, c'est bon pour la digestion. Mais c'est le. Tu sais, je t'avais dit que la force de la musique, ça a apporté de la cinématique à ma vie. Et t'as une grosse responsabilité là-dedans. C'est un plaisir. Je trouve que ça permet d'imager, de se mettre en condition et de créer une certaine énergie. Dans un processus créatif, on ne peut pas se permettre d'avoir. Il faut savoir mettre son énergie au bon endroit. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je rythme mes journées. Et c'est pour ça que la musique est super importante. Alors, il y a des plats différents si vous écoutez du rap ou un gros morceau de hard rock Non, mais déjà, je ne suis pas seul, mais je commence mes journées seul. Donc là, je vais chercher des sons un peu atmosphériques, un peu deep, comme Auto. Par exemple. D'accord, je vois. Puis après, j'ai mon équipe qui arrive et là, j'ai besoin de créer de l'énergie. Donc, je sais que je vais ajuster la playlist. Ça dépend, en fait. Je vais vraiment essayer d'individualiser grâce à la musique, quoi. Et ça apporte de la cinématique. Le processus créatif, en fait, pour moi, c'est le pouvoir de l'intuition. Ouais. Je t'avais dit, tu sais, c'est ce moment où tu sais pas si tu fais preuve de mauvais goût ou pas, tu sais. Ouais. Jusqu'à où est-ce que je peux pousser. Et je pense que quand tu sais, quand t'as personne à qui demander, vraiment, tu te dis, mais je pense que là, on est dans le vrai. Ouais. Et ça, c'est l'importance de l'équipe après. De voir les gars et de se dire, bon, ça, c'est l'idée. Puis, et si tu veux, il y a une idée, ok, tu vois, mais c'est important de douter aussi. Et je rebondis, SCH chez vous, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il faut avoir bien mangé pour bien écrire? Est-ce qu'il faut avoir le ventre plein pour... Le ventre vide, c'est bien aussi. Je pense qu'à un moment, j'aurais dit que le ventre vide, ça nourrit pas mal d'inspi, mais non, mais après, sur le processus créatif, je pense que à Marseille, on a tous une définition propre à nous de la liberté et en vrai, ce que transpire déjà la ville, moi, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Après le cinéma, et puis c'est beaucoup aussi une question d'énergie, je pense, à l'instant T où on la reçoit, et c'est la volonté aussi de transmettre de l'émotion. Sébastien, toi, Pardon. Non, c'est ça, on est bon. Sébastien, tu es en train de préparer ton nouvel album. Toi, tu vas sortir tous les soirs ou tu t'enfermes? Non, je m'enferme. J'aime bien la solitude, c'est pas mal pour créer. J'aime bien faire... Ce que je fais souvent, c'est que je fais n'importe quoi. J'appuie n'importe où, j'appuie sur n'importe quel bouton. Et tout d'un coup, il y a un truc qui est pas mal et je le cueille, on va dire. Mais je suis bien dans le chaos. Ah oui. Et pour en faire un truc après, bien léché, bien sûr, mais je pars du n'importe quoi. Y a pas, je donne aucune direction. Je me dis pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire une chanson triste, une chanson joyeuse. Je sais pas ce que je vais faire, je fais n'importe quoi. Et ça finit par inspirer parce que, justement, et c'est des surprises, je m'auto-surprends, disons que c'est ça, moi, mon inspiration. Charlotte, dans ce qu'il raconte, autant Sébastien que Valentin, il y a l'intuition est quelque chose d'important, en fait. Ils écoutent beaucoup leur intuition. L'intuition, c'est une idée philosophique? Oui, c'est vrai que je rebondis par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on perçoit souvent la philosophie comme une discipline très abstraite, réservée à des spécialistes, un petit peu austère, mais en fait, il y a autant de créativité en philosophie qu'en musique, qu'en cuisine, puisqu'il s'agit de créer des concepts. C'est ça. Et la création de concepts, le point de départ, c'est quand même une intuition très sensible et très concrète à partir de quelque chose qui fait problème. Et pour pouvoir saisir le problème, il faut justement être dans un état justement de sensibilité et de réceptivité, presque un vertige, on va dire. Alors plutôt frigo plein ou frigo vide, les philosophes? Je dirais frigo vide. Beaucoup d'artistes et de groupes qui sont en train de composer de la musique, qui s'enferment en studio pour faire leurs albums, n'écoutent absolument aucun autre morceau, aucune autre nouveauté. Ils se retirent un petit peu, ils se laissent les oreilles libres. Vous écoutez du son, CH, avant de monter sur scène? Non, absolument pas. Même ça, en le vide, studio, en conception, j'écoute rien parce que inévitablement on s'inspire et par peur de des fois se retrouver trop inspiré par quelque chose, par une vibe qu'on a entendue et qui nous a plu, qui nous a transmis une émotion. J'essaye de me fermer à pas mal de choses et finalement je n'écoute rien quand je suis en processus créatif. Après oui, quand je suis en bringue, j'écoute un peu de tout. Voilà. Bon, je suis obligé de parler quand même de Giulio qui arrive le 31 mai, ce nouvel album de SCH. On veut tout savoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, SCH? Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça sort le 31 mai 2024, c'est un peu sous embargo tout le reste, mais
Non, parce qu'on parlait de la naissance d'une idée. Là, c'est la naissance de Giulio. Vous avez tous reçu le faire-part. Bah oui. En fait, on a en 2018 lancé l'idée que ce serait intéressant de créer une trilogie. À la base, ça devait être une trilogie. Ça se profile plus comme une saga aujourd'hui, mais de la musique au service de l'image, une espèce de film auditif. Et puis on a décidé de prendre les gens à contre-pied cette année et d'arriver par le préquel. Génial. Donc voilà. Olivier, quand vous faites des photographies, comment est-ce que vous préparez Demain, vous devez photographier SCH. Comment est-ce que on vous l'a pas dit. Vous mangez ou pas? Je vais très vite, moi, en photographie. Après, il faut que ça soit une complicité. Et puis, il faut avoir des choses. Alors, à SCH, ça serait facile parce que on a des choses à se raconter, on a des points communs. Et voilà, donc, du coup, par rapport à ça. Mais vous préparez vos images à l'avance? Ça dépend. Si c'est une série de mode, je vais forcément préparer des choses. Vous savez, je me suis énormément nourri de culture photographique. Que ce soit la photographie américaine, mais aussi Luigi Guiri, et des choses qui finalement ont influencé ma vie ici de Marseillais. Mais qu'est-ce qui influence pour moi plus que ma ville qu'autre chose finalement, quand on est face à cet horizon qui n'en est pas un finalement, et on a parlé de chaos tout à l'heure, il y a tout ça finalement qui revient dans un processus de création. Il y a tout ce que vous mettez de votre héritage personnel, de votre éducation, de votre famille, et de ce qui fait votre quotidien. Et moi, ce qui fait mon quotidien, c'est ma ville. Avec tous ces paradoxes aussi, Absolument. Dans le paysage. Vous aimez bien parler de ça, en fait. Oui, c'est une ville quand même remplie de paradoxes. Et regardez, la plus belle des choses aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve ici au Corbusier, en face, à quelques mètres, ce soir, en jouant une finale de Coupe d'Europe. Non mais on arrive, voilà. Vous avez mis 3 supporters de l'Olympique de Marseille quand même à cette table. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. On ne peut pas ne pas penser à ça. Je veux dire, c'est un cadeau exceptionnel que aussi quelque part l'Olympique de Marseille et l'OM fait à Chanel. C'est donner une énergie palpable dans une journée comme ça qui est incroyable. Et nous tous, au fond de nous, depuis ce matin, on a cet événement exceptionnel, rempli d'émotions et d'amour que nous offre la Maison Chanel, mais on sait qu'on va vivre un autre moment incroyable. Qui aurait pu penser ça, en fait? C'est ça, tout ça était prévu, cher Olivier. Tout ça était organisé par Chanel. C'est un cadeau. C'est ça. Exactement. Qui aurait pu penser ça aujourd'hui? Personne. Alors, on a parlé de créativité, mais quand même, là, je trouve que stylistiquement, là, il y a des... C'est important pour vous, le style, Sébastien? Non. Oui, ça m'obsède carrément. En tant que musicien, je veux dire, comment vous le construisez? Vous avez un personnage. Oui, j'aime bien, j'aime les formes, j'aime tout ça. J'aime aussi En fait, j'ai l'impression souvent, je dis, je ne m'habille pas, je me déguise. J'aime bien ça, j'aime bien être quelqu'un d'autre que moi-même, en tout cas celui que je suis quand je me réveille le matin, les premières minutes, j'aime bien être quelqu'un de différent au cours de la journée, et puis je redeviens le vrai moi juste avant de m'endormir. Voilà, en fait, je crois que je suis moi que dans ces phases de réveil et d'endormissement, je crois. Tout le reste, c'est une sorte de jeu un petit peu, mais... c'est pas un désir de mentir, ni de trahir, ni quoi que ce soit, c'est un jeu, quoi. Et vous, SCH? Je suis arrivé dans le rap avec la volonté de changer un petit peu les codes et d'essayer de repousser les limites du possible dans ce que peut porter un mec qui fait de l'urbain, quoi. Et on continue avec cette dynamique-là, quoi. Et c'est bien parce que je pense que le mouvement avance depuis... notamment avec d'autres acteurs du rap français, et c'est beau parce qu'aujourd'hui on voit des artistes habillés dans des stylismes qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a une quinzaine voire une vingtaine d'années, donc c'est une preuve que le mouvement avance finalement. Et puis aujourd'hui on ne peut plus donner de la musique sans le support de l'image, donc ça reste quand même primordial. Charlotte, vous avez écouté SCH? Oui, ça vous a plu? Oui. Valentin, le style, c'est important pour vous aussi ou pas? L'esthétique dans la vie, c'est important pour nous, je pense. La notion d'aller vers le beau, enfin, on est attiré par ça. Moi, j'adore la sape, moi. Charlotte, le vêtement comme une expression? Oui, c'est vrai que le vêtement permet de jouer avec son identité et puis de brouiller un petit peu les frontières. Et je suis d'accord avec ce que disait Sébastien sur le fait qu'on n'est pas nécessairement dans la trahison ou le mensonge. On peut tout à fait jouer sur
le fait de voiler, dévoiler, et que transparaît même dans la panoplie ou le déguisement quelque chose de profond aussi, mais ça permet aussi de se protéger un petit peu, je pense. On va rester sur ces belles paroles. Musique, mon cher Pedro. Un petit peu de musique avec Merci vous. à tous. Merci. Merci. Une belle découverte sur un label ultra excitant. Une belle découverte sur un label ultra excitant, Fada Records. Alors oui, on est bien à Marseille avec un nom pareil. Et ce qui rend ce label particulièrement attachant, c'est sa capacité à faire des ponts avec des artistes du monde entier. On retrouve des compositeurs coréens, des beatmakers californiens, les oreilles de Marseille ouvertes sur le monde, de la deep house au hip-hop, avec toujours un penchant vers une electronica pointue mais fun. Et une artiste tunisienne a particulièrement retenu mon attention. Elle s'appelle Khadija El Hanafi. Et on s'écoute tout de suite Moulaga, qui est un beau clin d'œil au King de Marseille, Jul. Khadija Al Hanafi Moulaga. So we just heard this track from Fada Records, a label which connects LA and Marseille. Two seaside cities with a strong lifestyle. Phoebe and Lily-Rose, you're living in LA right now. You both grew up close to the ocean. Do you think it has an influence on the artist you became? The water, the light? Yeah, I mean, I think it's the same in Australia. You know, I mean, especially LA and Marseille, it's a city based on, you know, creativity and the arts and dance and music, and it's surrounded by this beautiful nature. And I think those two go hand in hand. I think creativity is inspired by nature and beauty. And so I do think there's a very strong parallel between Los Angeles and Marseille in that way. Yeah, I totally agree. And I actually have always felt more connected to France on the seaside side of things, because even though I live in LA and I love going to the beach over there, I don't live very close, so I don't actually go that often. But I grew up spending my summers in the Côte d'Azur, not far from here actually, and I found that using, you know, that time and those places as a chance to recharge is very inspiring, and it's actually what can make you be really excited to go back to work, or, you know, feel inspired for whatever next project you're taking on. Yeah. So all along these conversations today, we've discussed creativity, the importance of the collective. What drives you, what drives your creativity? Like, how do you inspire yourself? I feel like it's if you're looking for it, if you're open to it, you can find inspiration anywhere. I feel like it's a state of mind, really, because I feel like you can find artistic inspiration, creative inspiration in anything, whether it's like watching a beautiful movie that you love and that you feel so creatively, charged up by, or listening to an amazing song, or seeing a beautiful painting, but even just simple things, walking down the street and
seeing, a person that you think, wow, what an interesting character. I wonder what their life is about. I wonder what they're thinking about. I've always felt that inspiration is really to be found anywhere and everywhere, and in the obvious places like the arts, but also in just the world around us that inspire the arts. So it's a question of curiosity, like wondering what's in the mind of that person, what's in the mind of... Yeah, exactly. And I think just that curiosity can lend itself to fruitfulness anywhere, even if it's thinking about like even a space, even thinking about the building that we're in today, what are the other conversations? Which is really inspiring. Yeah, what are the other conversations that have happened in here, and the other lives, the other people that have walked through this space? I think it's like you said, just a kind of having a curious state of mind really drives me. Phoebe, do you need to clear everything before a role? Do you need to empty? No, I mean, I think Lily just spoke beautifully about the same kind of approach that I have to performing. Like I'm so incredibly inspired by the people that I'm around, by the city that I'm in. I mean, I love taking on a role in a place that I've never been before and getting to explore that place and learning about the community or the culture in that place. I think I think being an artist is being inspired. I think it's, being an artist is being a truth teller and a beauty seeker, even in the form of beauty and ugliness. And so, I really do find myself incredibly inspired by the place that I am when I'm filming. Being an artist is also being able to being connected to yourself, and especially when you're preparing a new role, for example, and to be able to feel that connection with yourself. I think sometimes you're using songs to connect yourself to some emotional state. I think I've read that. Is that true? Yeah, when I'm taking on a role, I usually use a bunch of different kind of ways to get myself into the part and into the world that I'm playing in. And a part of that is music. A part of that is learning about people that have faced similar adversities or gone through similar experiences, and kind of opening up the world that is not just restricted to the words on the page, and kind of finding inspiration from, the entire world around me. What about you, Lily? I think music is definitely a very powerful kind of pathway into your character's headspace, even if it's for very specific things, even if it's just, a song that makes you really sad. Example. Or a song that makes you really happy or something like that. But I think also it's interesting that you were talking about, like, the connection that you have to yourself to be in that mind space, because it's a very interesting parallel, I feel like, because you have to be at once kind of very connected to yourself and your feelings and your experiences, but also really projecting yourself into another person's experiences, and oftentimes, one of a person who doesn't exist, who you're kind of making up. And so it's you, but it's not you. I find that I know that, different actors have like different kind of different perspectives on it, but to me it's very personal work, and to me it has to be, otherwise I don't know how to do it. Very vulnerable, like it's a very vulnerable kind of place, which is both very open and you're open to things, but you also really have to protect yourself, I find, because ultimately it is still you, and you're the one dealing with those emotions personally. You're both between two countries. Is it different to play home and elsewhere? To play home, like when you do a movie in Australia, in America, the intimacy, is it the same freedom? I mean, for me, just being able to speak in my natural accent is just so freeing. But then, there's an element of like a layer to the character when I'm using a different accent, like an English accent or American accent. And, again, it's like goes back to like if I'm playing an American character and they're from Texas, like I didn't grow up there. So learning about what that kind of upbringing would feel like, would be like. And so it adds another layer to kind of the intricacies of what the character is. I totally agree. I think, of course, that there's a freedom that comes with playing something that feels close to home, but also I like the challenge of playing something that feels totally different. And I feel like I've said this a lot, but I almost like the feeling of thinking,
how am I going to achieve it? Like, how am I going to do this right? And almost feeling like maybe I won't or something. You need that fear. Yeah, I like the fear. I like the fear because it feels very satisfying to then overcome it. And then I think also I really like the feeling of like returning to myself. I think when I've done roles that have really propelled me into like a challenge and have, you know, forced me to like go outside of my comfort zone, I really like the kind of calmness of returning to myself after that. Well, thank you. That's a wrap. And don't forget, we'll be back in a few hours for a second session with Akhenaton, Marion Cotillard, Zamdan, and many more. Radio Chanel. Radio Chanel. Marseille. Radio Chanel.